Donc on m'a demandé d'introduire professeur Hida. Je pense que Rani El Tarif, je vais le définir deux mots. C'est un grand ami, un grand pédagogue, et c'est une belle continuité d'Yalna Dial Rabat. Je suis fière de toi. Donc il va nous parler aujourd'hui de comment faire. Donc quand y penser, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, quand y penser, et je pense que c'est une question que doit se poser chaque pédiatre pour qu'on puisse avoir de très bonnes indications pour les explorations qu'on fait nous, les endoscopistes, parce que c'est des explorations qui sont assez contraignantes pour nos patients. Merci, M. Hida, de nous. Merci, chère amie, Madame Raimi. Donc, pour parler des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin chez l'enfant, quand y penser et que faire, l'objectif de cette présentation, c'est vrai, je ne vais pas vous faire un cours, mais je vais essayer de passer certains messages de telle sorte qu'on arrive à tracer un parcours de soins d'un enfant suspect d'avoir une Mickey. On va voir, c'est l'affaire de pédiatres, de médecins généralistes, et puis il ne faut pas laisser ces enfants traîner à droite et à gauche avec demande des bilans à droite et à gauche. On a tout un arsenal d'outils de diagnostic, donc il faut savoir y penser, parce que c'est vrai, ils sont rares, mais ils ne sont pas exceptionnels, et comment organiser cette prise en charge, c'est-à-dire deux bilans, et puis de le confier aux spécialistes, comme l'a dit Mme Raimi, parce que pour confirmer, souvent c'est l'histologie, c'est l'endoscopie, c'est des examens qui sont astreignants. Donc, je suis obligé de faire certains rappels. Donc, le dénominateur commun de ces maladies, donc on parle des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, et il y a les formes inclassées. Les éléments communs, pourquoi on les regroupe sous forme de le terme Mickey, parce qu'il y a une inflammation chronique, comme son nom l'indique, et ils ont les mêmes facteurs éthiopathogéniques. Donc il faut les connaître, parce que c'est très important dans la compréhension de sa maladie, de ces maladies et de la prise en charge. Et ils constituent quand même donc, des situations de pré-cancer. Et c'est des maladies qui répondent aux anti-inflammatoires et les immunomodulateurs. Rapidement, certaines définitions, juste pour rappeler un petit peu, pour comprendre ces maladies, peut-être même la symptomatologie, le bilan, etc. Donc, la maladie de Crohn, c'est une maladie qui peut être étendue, qui peut toucher le tube digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus. Et c'est une maladie qui est transmurale, donc, et multifocale. Donc, l'endoscopiste peut vous répondre qu'il y a des lésions saines et des lésions qui sont atteintes. La lésion histologique caractéristique et spécifique, quand on a la chance de la voir, c'est le granulome, et ça permet de poser le diagnostic. Mais ce n'est pas toujours le cas. Toujours, il y a une difficulté à confirmer le diagnostic. La deuxième forme, c'est la rectocolite hémorragique ou la colite ulcéreuse. C'est une maladie qui commence par l'atteinte du rectum, et puis ça, donc avec une extension vers le haut. Et c'est une maladie qui touche essentiellement, et uniquement peut-être, le côlon, à part 10 à 20%, on peut avoir une atteinte de la dernière anse par ce qu'on appelle l'élite de reflux. Et c'est une atteinte qui est superficielle, étendue, il n'y a pas de lésion saine qui sépare un petit peu les différentes atteintes. Quand on n'arrive pas à faire la distinction entre ces deux entités cliniques, donc on parle de colite indéterminée, et c'est l'évolution qui va trancher pour redresser le diagnostic. Juste une phrase concernant la physiopathologie pour la comprendre. Donc c'est vrai que ce sont des maladies qui surviennent chez des sujets prédisposés avec l'intervention de certains facteurs environnementaux et qui s'expriment par une réponse immunitaire inappropriée vis-à-vis du microbiote. Donc, ce matin, vous avez entendu un topo sur le microbiote. Donc c'est l'organisme qui réagit mal au microbiote, donc vu la prédisposition génétique et vu certains facteurs environnementaux. Voilà, donc pour résumer un petit peu la physiopathie. La génétique, ce n'est pas pour vous faire un cours de génétique. Il y a une prédisposition, et à l'anamnèse, quand vous avez un cas dans la famille, et surtout dans la fratrie, donc
Un enfant qui se présente avec de douleur abdominale, avec un cas, donc la sœur ou le frère ou un des parents a une maladie de Crohn, donc ce n'est pas des douleurs abdominales fonctionnelles. Il faut s'acharner à faire le bilan. Voilà, c'est une maladie donc, qui est en pleine croissance, surtout donc on a un gradient nord-sud. Ça a été donc une maladie des pays nordiques maintenant, donc, et même chez nous, donc, puisque l'épidémiologie est en pleine transition, donc on a des maladies infectieuses et des maladies émergentes. Pour vous dire, il faut y penser. Donc c'est l'affaire de pédiatres. Surtout, il y a beaucoup d'enfants qui ont des douleurs abdominales. Donc il faut savoir chasser donc, et trouver cet intrus dans ce lot de troubles fonctionnels. C'est vrai, il y a une augmentation de la maladie de Crohn. Par contre, la RCH, sa fréquence reste stationnaire. Quelles sont les particularités pédiatriques par rapport à l'adulte? Chez l'enfant, il n'y a pas de différence entre les sexes. Donc, le RCH peut toucher le garçon et la fille. Par contre, pour le Crohn, c'est plus fréquent chez le garçon. Et une autre particularité, c'est des malades qu'on commence à avoir, c'est les formes très précoces. Donc, précoces et très précoces, donc appelées les Very Early Onset IBD. Et c'est des maladies sévères. Donc, on va voir un petit peu le profil rapidement. Donc, c'est des formes sévères et parfois, donc, et souvent, donc, ça pose un problème diagnostique avec les déficits immunitaires. Le Crohn il est plus fréquent chez la RCH. Et la particularité également chez l'enfant, quand il y a une RCH, dans la majorité des cas presque, dans 80-82%, on a une pancolite. Tout le côlon il est intéressé. Le phénotype de façon générale de ces Mickey, il est plus sévère chez l'enfant que chez l'adulte, d'où la difficulté de la prise en charge. Et une autre particularité sur laquelle on doit insister, c'est le retentissement sur la croissance, d'où l'intérêt des thérapeutiques nutritionnelle qui prend une part importante dans le cadre de la prise en charge thérapeutique. Le délai de diagnostic, souvent, c'est des maladies qu'on diagnostique tardivement. Donc, vous voyez ici des différentes séries au bout de 7 mois pour le Crohn. RCH, puisque ça se manifeste souvent par des rectoragies, donc ça pousse les parents à consulter. Le délai de diagnostic il est moindre par rapport à celui de la maladie de Crohn. Donc, le diagnostic, c'est un faisceau d'arguments. Donc, il n'y a pas un signe spécifique ou un bilan spécifique pour retenir le diagnostic, mais pour faire le diagnostic avant d'entamer une prise en charge thérapeutique, c'est tous ces éléments-là. Donc, c'est l'anamnèse, c'est l'examen clinique, c'est la biologie. Donc, on va voir donc, la biologie qui va refléter un petit peu cette inflammation chronique. Donc une anémie inflammatoire, un syndrome inflammatoire biologique. On a actuellement des marqueurs d'inflammation fécaux donc qui témoignent d'une inflammation du tube digestif, des marqueurs sérologiques qui permettent d'orienter vers le Crohn ou l'RCH, et bien sûr l'imagerie, l'échographie qui est un examen non invasif. Par contre, l'endoscopie, il l'est, et le reste des examens. Comment ça se présente? Quand est-ce qu'il faut y penser pour répondre à la question de titre? C'est vrai, il y a des signes qui ne sont pas spécifiques. C'est des signes généraux. L'anorexie, l'asthénie, la perte de poids, la déviation de la courbe staturale, la puberté retardée, la fièvre inexpliquée. Donc, c'est des éléments qui inquiètent le pédiatre chaque fois qu'ils ont devant eux un enfant avec des signes fonctionnels, mais avec ces éléments-là, ça inquiète. C'est plutôt organique et non pas fonctionnel. Donc, ce n'est pas spécifique. Par contre, les signes qui orientent davantage vers une MICI, donc une maladie inflammatoire intestinale, c'est les douleurs abdominales, c'est les diarrhées, c'est la rectoragie, la perte de poids et la fièvre. Donc, vous avez ici les chiffres qui permettent de trancher entre Crohn et RCH. Mais c'est toujours, donc, ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques. Il faut donner de l'importance à notre anamnèse, à notre examen clinique. Donc, devant ces signes fonctionnels, qu'est-ce qu'il faut rechercher pour essayer de diagnostiquer ces maladies? Donc, en matière de douleur abdominale, il faut s'intéresser au type de douleur. Vous avez ici les caractéristiques qui doivent attirer notre attention. C'est des douleurs récurrentes, sous forme de crampes, et c'est des douleurs post-prandiales, ce
qu'il y a une inflammation du tube digestif, donc avec l'apport alimentaire, donc on stimule et il y a ces douleurs qui se réveillent. On recherche les localisations spécifiques. Donc c'est vrai chez le tout petit, c'est très difficile, mais chez le grand enfant, on peut arriver à localiser ces douleurs. Et quand c'est au niveau, donc parce que c'est au niveau de le carrefour héliocécal, donc ça doit attirer l'attention. Et en matière de douleur abdominale chez l'enfant, dans 80 à 90% des cas, c'est fonctionnel. Chaque fois que les douleurs sont loin de l'ombilic, ils fixent et réveillent l'enfant, donc ça doit attirer l'attention. Vous avez ici, c'est des douleurs qui réveillent l'enfant, donc ça doit attirer l'attention. Et douleurs qui sont soulagées par la défécation, c'est plutôt une RCH. La même chose pour la diarrhée, donc il faut l'analyser, donc une étude sémiologique pour ces symptômes-là. Donc, on essaye de chercher un petit peu les ténesmes, les faux besoins, la rectorragie. Est-ce que la diarrhée réveille l'enfant ou pas? Donc, c'est ces éléments auxquels il faut donner de l'importance. Il faut s'intéresser également, dans le cadre de l'anamnèse, il faut toujours le demander, est-ce que l'enfant présente des aftes récurrents? Donc, quand ils sont associés à ces douleurs, donc ça doit attirer l'attention. Les douleurs abdominales, je l'ai dit, donc sont fréquentes chez l'enfant, mais il y a quand même ce qu'on appelle les red flags, donc les clignotants, les signes rouges qui doivent attirer l'attention par rapport à la localisation de ces douleurs, s'ils sont associés à un saignement digestif, s'il y a des antécédents familiaux de Mickey, s'il y a des signes extradigestifs, douleurs articulaires, arthrite, et s'il y a donc association avec une perte de poids et des fièvres inexpliquées, donc ça, c'est des signes clignotants qui doivent attirer notre attention quand il s'agit de douleurs abdominales. Il faut s'intéresser également à la recherche des manifestations extra-intestinales. Elles sont quand même fréquentes dans presque 25% des cas des Mickey. Il y a une atteinte articulaire. Il peut précéder les signes digestifs, donc pour dire l'intérêt de suivi de ces patients. Donc, comme l'a dit Céline ce matin, les douleurs articulaires, souvent c'est vague. Donc, il faut savoir les rattacher à leur cause. Les autres manifestations extra-intestinales, l'atteinte cutanée, vous avez ici l'érythème nouveau, donc classique, il faut le rechercher, c'est plutôt dans le crâne que l'RCH. Pyoderma gangrenosum, donc c'est plutôt dans l'RCH. Les manifestations hépatiques et les autres, donc les atteintes ophtalmologiques, je passe. À l'examen clinique, il faut chercher ces éléments-là. La pâleur, parce que le syndrome anémique, il est presque constant quand on a une inflammation. Le retard staturopondéral et pubertaire, donc ça signifie que le syndrome inflammatoire il est important, il est chronique, donc il a un retentissement sur la croissance. Rechercher les ulcères buccaux. Et un signe qui est très important sur lequel il faut insister lors de chaque examen, c'est la recherche d'hypocratisme végétal. Donc diarrhée ou douleur abdominale avec hypocratisme végétal, c'est une Mickey jusqu'à preuve du contraire. Les autres éléments qu'il ne faut pas oublier, c'est l'examen de la région périanale, donc je vais insister, c'est en recherchant les anomalies périanales. Donc ça existe dans un quart des cas des maladies de Crohn. Voilà le retard statural, j'en ai parlé. L'atteinte anale, elle est fréquente. Donc un enfant qui se présente avec douleur abdominale, surtout chronique, récurrente, n'hésitez pas à examiner la marge anale. Donc on peut poser le diagnostic à ce niveau-là. Voilà, c'est un cas qu'on a eu dans les services, un enfant de presque 13 ans qui se présente pour des signes digestifs, de vomissement occasionnel, avec une asthénie, une diarrhée, et avec une perte de poids, et un syndrome inflammatoire, anémie. Quand on examine donc la région périanale, vous avez des lésions qui sont caractéristiques. Et pour caractériser un petit peu ces lésions périanales, il faut rappeler que la fissure elle est fréquente chez le nourrisson. Dans la population générale, c'est-à-dire les nourrissons qui n'ont pas de Mickey, donc cette fissure elle est souvent unique, elle est centrale, donc soit à midi, soit à 6 heures, elle est douloureuse. Donc c'est banal, il faut traiter la constipation. Par contre, dans la maladie de Crohn, il est loin, il est excentré, il n'est pas douloureux, il est multiple,
est souvent associé à des marisques. Voilà un petit peu les caractéristiques des lésions, des fissures anales qui s'associent dans le cadre de Mickey. Les aftes, on sait que les aftes récurrents sont assez fréquents, mais ceux qui doivent attirer notre attention, c'est ceux qui sont récurrents lors de la rechute, c'est-à-dire associés à des signes digestifs, peut-être atteintes articulaires, etc. Ils sont uniques et ça pose quand même un diagnostic différentiel. Il faut passer en revue les différents diagnostics que vous avez devant vous. Ça, c'est juste pour montrer un petit peu le raisonnement et la difficulté du diagnostic au TAP clinique. Donc, c'est une série qui a essayé de montrer un petit peu la sensibilité des signes cliniques. Donc, chaque fois qu'on a un syndrome anémique associé à une rectorragie et une perte de poids, donc, vous avez 94% de cas donc, de penser à ce diagnostic. Donc, le diagnostic, c'est un faisceau d'arguments. Et il faut passer en revue, vous avez je ne vous demande pas de la lire, tous les diagnostics différentiels, donc les déficits immunitaires, les infectieuses, etc. Donc, pour vous dire que le diagnostic, c'est pour retenir une Mickey, ce n'est pas toujours une affaire simple. Les diagnostics différentiels les plus qu'il faut connaître chez le tout petit, surtout les colites allergique au PLV dans le cadre d'allergie aux protéines vaches qui peut se manifester par des rectorragies récidivantes. Et si on fait une histologie, c'est des infiltrats eosinophiles. Chez les tout petits, donc les formes précoces, ça pose un problème diagnostique avec les déficits immunitaires. Surtout les déficits en récepteur l'interleukin 10. Voilà, donc après avoir fait cette vue panoramique sur les signes cliniques et les choses qu'il faut rechercher pour essayer de voir un petit peu cet enfant qui est suspect d'avoir un Mickey, comment on procède. On fait un bilan biologique et chaque examen, donc, il a son intérêt. Donc, surtout pour rechercher cette inflammation, ce syndrome anémique, l'hypoalbinémie, l'AVS et la CRP. Il faut toujours demander les deux. Donc, on a parfois la contradiction. Donc, chez certains patients, on peut avoir une CRP qui est plus ou moins correcte. Par contre, l'AVS accéléré et le contraire. Donc, il faut souvent demander les deux. Mais un bilan sanguin normal n'exclut pas une Mickey, surtout la RCH. On peut avoir une RCH avec une poussée, une douleur abdominale, rectorragie, avec un bilan tout à fait presque normal. On insiste beaucoup dans le cadre de bilan sur les bilans qui essayent de démontrer cette inflammation. Donc, j'ai parlé de l'AVS, la CRP. Actuellement, on dispose de cet examen, c'est le dosage de la calprotectine fécale, qui n'est pas spécifique. C'est le témoin d'une inflammation de la muqueuse digestive. Mais quand il est là, quand il est positif, donc c'est en faveur du diagnostic. C'est un examen qui est cher, 600 à 900 dirhams. Donc, je vois beaucoup de malades chez qui on demande cet examen et tous les laboratoires le font, mais il faut exiger une technique particulière, peut-être la plus efficace, c'est l'ELISA. D'ailleurs, on a souvent des chiffres qui sont très augmentés, plus de 1000, sans aucune signification clinique. C'est un examen qui a sa place dans le bilan d'une Mickey, mais il faut savoir le demander avant l'essai. Les autres marqueurs, c'est des sérologies. Dans ce cas-là, ce n'est pas pour poser le diagnostic, c'est pour s'orienter vers soit un Crohn ou un RCH. C'est ce qu'on appelle les ANCA, les antineurophiles cytoplasmiques antibodies, et les ASCA, les antisaccharomyces cerevisiae. Donc, vous avez ici la sensibilité et la spécificité de chacun. Les ASCA, c'est plutôt le Crohn. Les ANCA, c'est plutôt les RCH. Et vous avez la valeur prédictive positive, donc jusqu'à 96, donc quand c'est positif, donc il faut en tenir compte, mais quand ils sont négatifs, ça n'exclut pas le diagnostic. Donc, et de côté radiologique, l'examen le moins invasif, c'est l'échographie. C'est vrai, c'est un examen qui est demandé couramment, mais il faut orienter le radiologue. Il faut lui préciser, rechercher surtout l'épaississement digestif. C'est l'élément qu'il faut rechercher. Donc, parce que l'échographie en matière de douleur abdominale, c'est assez demandé, il faut orienter le radiologue à rechercher cet épaississement pour avoir un élément de plus. Sinon, l'entéro-RM, la porte
Donc, elle a remplacé toute l'imagerie. Le lavement baryté, donc il ne faut plus demander le transit de grêle, etc. L'antéro-IRM, il a une place. Voilà. L'endoscopie, c'est l'étape finale. D'ailleurs, quand on reçoit les demandes d'endoscopie, on essaye d'analyser tout ce que je viens de dire sur le plan clinique, biologique, pour retenir ou pas l'indication d'un examen endoscopique, que ce soit surtout la coloscopie, qu'il faut faire sous anesthésie générale. Vous avez les différentes images. Pour arriver, donc pour résumer un petit peu cette problématique, pour essayer de répondre, quand on a une suspicion de Mickey sur des données cliniques, surtout diarrhée chronique, douleur abdominale, avec peut-être une rectorragie, des lésions anopérinéales, retard de croissance, on fait un bilan biologique, la recherche de ce syndrome inflammatoire. On fait des examens qui sont d'orientation, donc la calprotectine fécale, l'échographie abdominale, la recherche d'un épaississement digestif. On peut demander à cette étape ou bien après les sérologies, les PA1K, les ASCA pour s'orienter. Quand c'est négatif, il faut se rappeler la grande liste des diagnostics différentiels. Quand c'est en faveur, donc ce soit une maladie de Crohn's, dans ce cas-là, c'est plutôt les ASCA. Quand c'est les ANCA, c'est les RCH. Et puis, la confirmation diagnostique, c'est la fibroscopie. Quand on dit la fibroscopie haute, basse pour l'étude histologique et l'antéo-IRM, donc pour adapter le traitement. On fait une classification et on adresse le malade au spécialiste parce que la prise en charge thérapeutique, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est spécialisé et je vous remercie pour rester dans le temps.